Owens, l'étrange marque que toutes les stars s'arrachent. A$ap Rocky, Timothée Chalamet, Travis Scott, Billie Eilish ou même Gunna. Peu importe leur domaine, leur âge ou leur style, tous se retrouvent dans les créations de Rick Owens. Pourtant, derrière cette marque se cache un homme et un univers très loin de faire l'unanimité. Des designs radicalement à contre-courant du mainstream, une ambiance obscure jugée parfois comme ésotérique, ponctuée de performances artistiques assez chelou on va dire, voire très chelou même. Mais alors comment ce créateur américain indépendant aux références obscures, qui avait vocation à se positionner à l'antipode de la tendance, s'est imposé à la fois comme une référence mondiale de l'univers très élitiste de la mode, mais aussi chez ces voyous de rappeurs qu'un riz et la sphère streetwear. Aujourd'hui, si tu t'aimes les mastodontes du milieu streetwear comme Kanye West ou Jerry Lorenzo, jusqu'aux plus petites marques francophones que vous connaissez forcément, on retrouve sa patte partout, comme si toutes les routes de la SAP menaient à Rick Owens. Une chose est sûre, si tu ne comprends pas Rick Owens, tu ne comprendras jamais vraiment la mode ni le streetwear. Alors laisse-moi te raconter l'histoire obscure du designer préféré de ton designer préféré. Rick Owens, ou plutôt Richard Saturnino Owens de son vrai nom, lui, il avait rien à voir avec Karl Lagerfeld. Il n'était pas issu d'une famille bourgeoise ultra privilégiée avec une mère qui baignait dans la haute couture et qui avait accès aux plus grands défilés des plus grands couturiers de l'époque. Il était plutôt d'une famille modeste, d'un père américain et d'une mère émigrée mexicaine, qui se sont rencontrés au Mexique et qui ont emménagé en Californie à Porterville, une petite ville pas loin de Los Angeles. Et même si sa mère a bien elle aussi eu un lien très étroit avec la couture, on était très loin du contexte de la haute sphère, puisque pour elle, la couture c'était surtout un deuxième boulot pour subvenir aux besoins de la famille. Et clairement, ça l'a jamais fait rêver, ni elle, ni son fils Richard. Et bien que ce ne soit pas des bourgeois, ça n'a pas empêché aux parents de donner une éducation extrêmement stricte à Richard. On était au début des années 60, il avait des parents très conservateurs et croyants, ils ne voulaient pas qu'il fasse du n'importe quoi. Pas de télé, ils le forçaient à écouter de la musique classique et lire de la philo, ils l'ont même envoyé en école catholique pour en faire un bon croyant. Bon, je vais pas vous spoiler la suite de l'histoire, mais vous l'aurez deviné, ça s'est vraiment pas passé comme prévu. Le plan a échoué. Une fois arrivé au lycée et qu'il avait un peu plus de liberté, il a pété un câble. C'est devenu le shaitan en personne. Ça séchait les cours, ça fumait, se bourrait la gueule à tout va. Il s'est mis à s'intéresser au rock, à la culture punk. Enfin bref, après des années à avoir une enfance très contrôlée par ses parents, il a vu un bout de liberté et il est allé au bout du délire. C'était l'histoire de beaucoup de jeunes de sa génération. On était à la fin des années 70 et il s'abreuvait des artistes rock un peu trash de l'époque, comme les Ramones, les Sex Pistols, Iggy Pop, David Bowie ou de Phil Bourbi Underground, encore plus trash. Il faisait et il était attiré par à peu près tout l'inverse de ce que voulaient ses darons pour lui, et notamment religieusement. C'est un peu cette facette de son histoire et cette cassure avec ses parents qui expliquera le délire assez ésotérique de ses créations aujourd'hui. Enfin, la cassure était pas totale non plus. Avant de terminer ses années lycée, il a quand même réalisé qu'il aimait bien un peu le contrôle finalement, et que devenir un rocker punk sataniste ultra marginalisé qui vivait dans la rue, c'était pas forcément fait pour lui. Et du coup, il s'est juste calmé du jour au lendemain, et il a poursuivi des études supérieures. D'abord dans une école d'art, parce que sa première passion avant le vêtement, c'était l'art, et forcément ses références phares, c'était des bouts comme Joseph Beuys, un genre d'allemand chelou qui faisait des trucs tout aussi chelous. Genre poser des troncs d'arbres sur le sol, s'enfermer 3 jours dans une galerie d'art à New York avec un coyote, ou se couvrir le visage de miel en tenant un lièvre mort dans ses bras en lui présentant des tableaux. Pourquoi faire? Il s'est assez vite rendu compte que les écoles d'art, c'était pas vraiment ce qu'il imaginait. Lui, qui venait de se réconcilier avec l'ordre, il avait malgré tout encore ce côté rebelle en lui. Et dans ses études d'art, il avait un peu l'impression de retrouver le même cadre que celui de l'école catho où il avait grandi. C'était très académique, voire même dogmatique et abstrait, et ça lui a vraiment pas plu. Au bout de 2 ans seulement, il décidera de quitter ses études, mais aussi ses vocations artistiques. Il ira chercher une formation plus concrète, et surtout qui pouvait déboucher sur un vrai métier entre guillemets, et il tombera par pur hasard dans une formation technique de patronage. À ce moment de l'histoire, il en avait pas grand chose à foutre de la mode, et cette formation ne lui promettait d'ailleurs pas du tout de devenir une icône de la mode. C'était vraiment juste des cours de patronage pour apprendre à découper des tissus pour faire des vêtements dans un atelier ou une usine. Vraiment rien de plus. Mais étonnamment, ce choix totalement hasardeux, motivé surtout par l'idée de trouver un job alimentaire pas trop chiant, provoquera un véritable effet papillon. Cette formation sera le plus gros tournant de sa vie. On est au milieu des années 80, Rick a fini sa formation de patronage et comme prévu, il trouve très vite du boulot à Los Angeles. Bon, le petit côté bourbier, c'est qu'il s'est retrouvé à faire du patronage de contrefaçon.
Son premier job, c'était pour une entreprise tenue par des Coréens à Los Angeles dans le Downtown Garment District. Dans cette zone, il y avait pas mal de petits ateliers coréens, latino-américains ou arméniens qui se spécialisaient dans les copies de sapes de marque de luxe. Là-bas, on lui ramenait une veste Versace, on lui demandait de reproduire les patrons à l'identique. Contrairement au grand nom de la mode, lui, il est rentré par la très petite porte dans ce milieu. Son expertise, il l'a eu en copiant les mastodontes dans l'ombre pendant 6 ans. À l'âge de 30 ans, il était encore juste un employé d'un atelier bourbier de fake à Los Angeles. Et donc, pour les typeux qui t'aiment ça et qui se plaignent de pas encore avoir percé, on vous rappelle que toutes vos icônes de la sape comme Rick Owens, Virgil Abloh, Tinker Hatfield, c'est devenu des restas au milieu de leur trentaine. Et donc, faites le boulot et patientez. Un petit peu de patience. Après avoir passé 6 longues années à faire du patronage de fake, un autre Rick qu'il fréquentait lui proposera un nouveau job, un peu mieux payé. Ce Rick, c'était Rick Castro, un photographe et styliste qui bossait avec une certaine Michelle Lamy, pour qui il devait développer une collection de vêtements pour hommes. Et oui, vous avez bien compris, à ce moment de l'histoire, le designer, c'était pas Rick Owens, mais ce fameux Rick Castro. Rick Owens, lui, on était venu le dénicher pour aider au patronage de la collection. C'était pas un génie créatif, mais simplement un mec qui avait des compétences techniques. Et lui, qui connaissait vaguement Michelle puisqu'il fréquentait les mêmes endroits à Los Angeles, finira par accepter la rencontre avec sa future nouvelle patronne, et ça sera la rencontre qui changera sa vie à tout jamais. Michelle, elle a plus ou moins la même enfance que Rick Owens. Un peu plus bourgeois et un peu plus français, mais elle grandit dans le même contexte assez strict dans une école catholique. Par contre, elle a pas attendu l'adolescence pour devenir complètement ravagée. Un de ses kiffs, c'était de faire croire à ses profs qu'elle avait des visions, des apparitions, et elle tombait dans les pommes en cours. Elle faisait croire à ses camarades qu'elle avait une connexion divine. Carrément, ils lui ont interdit d'aller au cours de catéchisme parce qu'elle arrivait jusqu'à faire douter les élèves de l'existence de Dieu. Pourtant, elle aura une vie plutôt normale, et elle suivra sa trajectoire de riche provinciale, comme elle disait, que ses parents voulaient pour elle. Elle fera des études pour devenir avocate, et elle exercera même la profession. Comme quoi, quand la famille a d'étal, tu peux être complètement ravagé, ça marche quand même, hein. Enfin, ça tiendra quelques années seulement, avant qu'elle décide de tout lâcher à la fin des années 70, pour enfin être vraiment libre et partir vivre aux États-Unis. Là-bas, elle décidera d'avoir 600 vies différentes, elle sera danseuse de cabaret, se mariera avec le réalisateur Richard Newton, aura même un gosse avec lui, elle ouvrira des cafés, des boutiques de vêtements et créera justement sa fameuse marque de vêtements pour laquelle Rick Owens était recherché pour ses compétences de patronage. Et cette rencontre avec Rick, elle sera pas anodine du tout pour elle non plus. Elle apprécie tout particulièrement le personnage. Et malgré la différence d'âge de 17 ans, qu'il venait d'avoir 30 ans et que elle frôlait les 50 piges, elle pouvait mathématiquement être sa daronne, une forme d'attirance étrange s'est installée dès leur première rencontre. Michelle décide de le mettre sous son aile, ils deviennent très vite plus que des collaborateurs, elle l'encourage à créer ses propres bails et deviennent associés, mais ils deviendront surtout un couple qui se mariera quelques années plus tard en 2006. Mais avant de se marier, elle fera tout pour aider Rick Owens à se faire un nom. Elle utilisera son réseau, partagera ses ateliers, ses contacts, ses connaissances dans la mode, ou même dans le business, mais surtout elle le motivera à voir grand. C'est dans les années 90, peu après avoir rejoint Michelle Lamy, qu'il lance son propre projet. Mais personne n'en veut, c'est un peu trop expérimental on va dire. À ce moment-là, Los Angeles est dominé par l'esthétique sexy glamour hollywoodienne avec des marques comme Versace. Et Rick Owens proposait littéralement l'inverse. L'austérité, le minimalisme, l'ambiance gothique provocante et rebelle. Mais heureusement pour lui, un autre Français viendra à la rescousse. Charles Gallet et sa boutique un peu niche et ultra pointue. Il proposait des marques comme Yohji Yamamoto, comme Des Garçons ou Margiela dans les années 90. Et convaincu par le projet, il acceptera les premiers vêtements de Rick Owens dans sa boutique. Et mieux encore, il paiera la collection à l'avance. Et c'était assez rare pour être précisé. En général, dans ce genre de boutique, on privilégie le dépôt-vente. Tu déposes tes créations et si ça se vend, tu touches ta part. Là, il a tout acheté en avance parce qu'il a vraiment cru en lui. C'est pas ce qui va lui permettre de rouler sur l'or ni de devenir une référence de la mode du jour au lendemain, mais ça lui permettra sérieusement d'exister et d'avoir une base solide pour l'avenir de sa marque. Il ira même plus loin dans l'aide puisqu'il le prendra lui aussi sous son aile. Probablement par solidarité française avec Michelle Lamy, il l'emmènera avec lui à Paris visiter d'autres boutiques et créateurs underground et avant-gardistes. Rick Owens se fera un petit nom et une crédibilité. Et même si Charles Gallet finit par fermer boutique, Rick Owens existait maintenant de par lui-même, et tous ceux qui l'avaient refusé à l'époque sont très vite revenus le voir, dont Maxfield, la boutique la plus hype et respectée de Los Angeles. À cette époque, c'était très simple. Si t'avais tes pièces chez Maxfield, tu pouvais être quasi sûr qu'elles allaient finir par être portées par une star hollywoodienne. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En 2001, Kate Moss apparaît dans Vogue avec une veste Rick Owens. C'était déjà une très bonne chose pour la visibilité de la marque, mais le plus fou, c'est qu'Anna Wintour en personne va être subjuguée par la pièce. Bon, tu lui
met une 8-6 dans la main, c'est littéralement la veste d'un vieux briscard du PMU qui a pas coffré, mais apparemment c'était une révélation pour elle, à tel point qu'elle voudra absolument, elle aussi, le mettre sous son aile. Et Anna Wintour, pour les boobs qui s'intéressent pas du tout à la mode, c'est plus ou moins l'équivalent du pape de la mode. Enfin, c'était très vrai au début des années 2000, un peu moins aujourd'hui, mais une de ses missions à cette époque, c'était de faire pop les designers américains et enfin mettre les States sur la map face aux Européens. Elle était à fond derrière les Marc Jacobs, Michael Kors, Alexander Wang ou Thom Browne, mais elle s'est tout particulièrement intéressée à Rick Owens parce qu'il était un designer avant-gardiste. Et l'avant-garde n'était pas du tout qu'un riz à cette époque, il était réservé aux Asiatiques ou aux Européens. Rick Owens était l'élu qui pouvait mettre en lumière l'avant-garde américaine. Et justement, en 2002, pour sa première collection à la Fashion Week, il met tout en œuvre pour frapper fort. Il veut marquer les gens, montrer son style, et pas seulement apparaître à la Fashion Week une fois, mais mériter d'y rester pour toujours. Sa collection s'appelle Sparrow, et c'est là qu'il va caractériser son style. Des tons bruts, des proportions allongées, des coupes irrégulières, un côté monolithique et sculptural assez austère, dans une ambiance de rituel où on reconnaît toutes les inspirations avec lesquelles il a grandi. La presse s'intéresse de très près à son esthétique étrange et drastiquement opposée aux tendances du moment. Le grand public, lui, ne comprend pas trop. Et si on devait résumer l'avis général autour de Rick Owens à cette époque, ça serait c'est chelou, mais il y a un bail quand même. Ok. À partir de là, l'avenir était tout tracé pour lui. Vogue US lui avait mis tout à disposition. Les meilleurs mannequins, une visibilité au max, on l'invite à défiler à la Fashion Week de New York, il reçoit des prix de talents émergents, et en une dizaine d'années, il est passé du mec qu'on appelait juste pour faire des patrons à un vrai designer respecté et adoubé par les plus grands. Évidemment, il se rendait pas forcément compte de l'avenir grandiose qui l'attendait. Il avait encore tout à prouver, on devient pas une icône internationale de la mode en un défilé. Mais il avait déjà eu quelque chose d'ultra important, la reconnaissance. Rick Owens était maintenant un designer validé par la haute sphère, et les regards se tourneront vers lui. En 2003, il est même déniché pour devenir le DA d'une marque de fourrure française. Bon, la marque avait plus trop de buzz, mais c'était une occasion et une raison de plus pour lui de quitter son Los Angeles natal pour Paris, la ville de la mode. Par contre, ça sera la seule et unique courte parenthèse où il sera à la tête d'une autre maison que la sienne. Et il a laissé sous-entendre que c'était intéressant mais pas trop épanouissant de bosser pour les autres. Il aura bien raison de se focus uniquement sur sa marque puisqu'il en fera en une dizaine d'années une référence mondiale. En 2005, il crée sa gamme Dark Shadow pour capitaliser sur sa nouvelle notoriété. Du Rick Owens moins cher et plus accessible, que ce soit en termes de prix ou de design avec des tarots tournant plutôt autour des 600 €, là où sa gamme principale, ça pouvait déjà se compter en plusieurs milliers d'euros selon les matériaux et la complexité de la pièce. Aujourd'hui, c'est principalement sa gamme Dark Shadow qui rapporte de l'argent. Avec sa mainline et ses défilés, il pose les bases de sa vision et crée le rêve, ou plutôt le cauchemar vu l'ambiance terrifiante. Et avec Dark Shadow, il fait de l'oseille. Après avoir enfin eu droit à la reconnaissance, il commençait maintenant à vraiment becter et devenir un acteur incontournable. Il aiguisait son art et créait en temps réel son Rick Owens verse, avec des délires de plus en plus chelous, comme des statues de lui en train de pisser sur scène, ou d'autres situations plus saugrenues les unes que les autres. Pareil pour son style personnel ou celui de sa compagne, qui devenait de plus en plus radical au fil des années. Il défile maintenant chaque année au Fashion Week de Paris depuis des années, présentait des collections iconiques et notamment sa collection d'Ustulator en 2006, celle qui va structurer sa collection homme, parce qu'avant ça, il était surtout réputé pour ses vêtements féminins. Dans cette collection, on y trouvera surtout du full black and white, dans une ambiance autoritaire et apocalyptique, et comme on en parlait dans notre vidéo sur l'archive fashion, certaines pièces ont marqué l'histoire de Rick Owens et valent maintenant énormément d'argent. On pense à cette paire qui se revend aujourd'hui à 8000 € pour le colorway OG, et Théma l'état lamentable de la paire. Vérifiez dans le grenier si vous avez un daron fashion. La même paire dans un état neuf et a forcément un fashion millionnaire assez ravagé pour acheter ça 100 000 balles. La raison de ces prix délirants, c'est que cette paire ressemble étrangement trop à une paire de Dunk. Que ce soit la shape ou la bande du milieu qui nous rappellera le swoosh de Nike, à tel point qu'on l'a surnommé la Dustulator Dunk. C'est quand même honteux de copier Nike à ce point, franchement. Je me serais jamais permis de faire un truc pareil. Genre faire une Air Force One ambiance soviétique avec du boost dans la semelle et drop ça le 24 octobre sur rapidescrew.com, c'est vraiment un truc que vous ne verrez jamais faire. Et que je condamne fermement. Je condamne tout ça avec tout plein de véhémence. Bon, évidemment, c'est pas juste parce que c'est un bootleg que cette paire a autant de valeur aujourd'hui. Le bootleg, c'est un truc qu'il fait beaucoup dans ses sneakers. La Ramones, vous l'aurez deviné, c'est un remake des Converse. Cette paire, c'est un remake de Vans. Mais la particularité de celle-ci, c'est que c'est sa toute première sneakers, mais aussi qu'elle a fini par disparaître en 2008 et se faire remplacer en 2010 par la Geobasket sans swoosh. Probablement après avoir reçu une lettre bourbier de Nike. Et donc, comme la Harry Menthol, c'est devenu une sneakers rare et interdite. Et elle représente
représente à elle seule l'histoire de Rick Owens, lui qui a débuté dans le fake et qui se revendique rebelle et marginal. Mais au milieu des années 2000, c'est aussi l'ère gothique, où les books sapés tout en noir avec des dégaines de chauve-souris étaient devenus cool. Bon, cool, ça dépend pour qui, mais le gothique devenait un personnage de la pop culture des années 2000, comme le Sketos. Et dites-vous que même Mylène Farmer ou le book de Tokyo Hotel était sous Rick Owens, hein. Dès les années 2010, Rick Owens était une référence des fashion, une référence de la sphère un peu underground, rock, électro, punk, grunge, gothique, mais étonnamment aussi du rap. Kanye était dans le coup depuis quasiment le début. Il suivait le créateur de près et l'inspiration était assez évidente sur ses premières collections Yeezy Season des années plus tard, mais aussi sur la façon de nommer ses Yeezy. Azaret, Géode ou Israfil, c'est des références qui mènent au même champ symbolique que Rick Owens, avec ses noms de collections comme Plint, Gethsemane ou Babel. Plus étonnant encore, Lil Wayne était un précurseur sous GeoBasket depuis 2010. Et carrément, Rick Ross était le premier à citer la marque dans ses lyrics. Jay-Z aussi le citera, mais évidemment, le plus notable c'était A$AP Rocky, bien avant le délire Opium et Playboi Carti. Mais même Wiz Khalifa le citera sur ses textes. Vraiment, les rappeurs l'ont transformé en marque de flexeur. Et ça lui fera une sacrée pub dans la street. Même si Rick Owens avoue ne pas trop être fan du rap. En France, par contre, les rappeurs ont jamais trop calculé Rick Owens. Et même aujourd'hui, en vrai, il y a que la new gen matrixée par les US qui se sape ou te parle de Rick Owens. Depuis cette période-là, le style et l'univers de Rick Owens est plutôt établi et il a pas trop bougé. Le public s'est élargi, mais l'essence est la même. On a eu de nouvelles collaborations avec de plus en plus de marques mainstream comme Adidas, Converse, Birkenstock, Doc Martens, Champion, Moncler, Veja, toujours avec sa vision assez bresson et chelou qu'il n'a jamais trahi et qu'il ne semble pas vouloir trahir du tout. Probablement la raison pour laquelle il n'a plus jamais bossé en tant que designer pour une autre marque. Rick Owens veut faire du Rick Owens et rien d'autre. Et ça marche plutôt bien puisqu'entre 2010 à aujourd'hui, son chiffre d'affaires a triplé et se compte en centaines de millions d'euros. Il est toujours actionnaire majoritaire de sa marque et il a réussi à transformer son art en un empire tout en gardant son indépendance et sa radicalité. Défilé avec mannequins atypiques, scénographie extrême, des mannequins qui défilent le paf à l'air ou qui font des menaces de mort à Angela Merkel. Pardon ? Une ambition au-delà des vêtements, puisqu'il est aussi dans le mobilier et dans toutes sortes d'objets finalement. Son objectif créatif est assez simple, rendre dark tout ce qu'il touche. Les meubles, les couverts, les peluches, les skates et même les M&M's. Mais comment une recette aussi bizarre est devenue aussi mainstream? Ça paraît contre-intuitif, mais Rick Owens, c'est un peu comme les bonbons à la réglisse. On se dit mais qui aime grailler ça, sérieux? Nicolas. Et justement, il y a ceux qui détestent et ceux qui adorent Rick Owens. La plupart des marques ou designers avant-gardistes, pour pas dire complètement chelou, ont tendance à plutôt rester niche, parce que trop extrême. Lui, c'est pas le cas, et pour plusieurs raisons. Déjà, il a très vite été adoubé par la papesse de la mode. Sa réussite a pas mal été sponsorisée par des noms du business de la mode. Il a eu un contexte et un chemin favorable de fou, et il a su saisir sa chance. Là où les designers bressons, comme Carole Christian Poel, ont plutôt tendance à garder leur part d'ombre et à s'écarter avec des designs cryptiques et des apparitions très rares en faisant pas mal de gatekeeping. Rick Owens, c'est le mec qui a un pied dans l'ombre et l'autre dans la lumière. Il a glamourisé le macabre. Parce qu'en soi, Rick Owens, c'est pas que de la bizarrerie. Alors oui, il y a beaucoup de bizarreries. Genre un débardeur en chaîne en laiton vendu à 7000 balles, une paire de bottes à 3000 balles qui ressemble au chapeau dans Harry Potter, ou cette paire de centaures. Il faudrait pas montrer à Astérion, il risquerait de mettre autre chose que ses panards dedans. Ouais, faut arrêter avec ça. C'est pas une défiance. Au-delà de ça, si tu t'aimes à sa gamme Dark Shadow, il y a beaucoup de pièces que vous pourriez porter normal dans un style streetwear. C'est pas forcément des coupes bizarres, ni que du noir, c'est parfois même assez basique, voire trop basique. Par contre, même si c'est sa gamme la plus accessible, le tarot, il est pas si basique que ça. Veste en jeans à 1000 balles, sneakers ou shorts à plus de 600 €, ça reste un sacré budget. C'est vrai que c'est un peu cher quand même. Son succès mainstream tient aussi au fait que c'est un mec atypique qui fait parler de lui. De par la dégaine bizarre de son couple et le côté mystique de sa femme et lui, Michel Lamy est devenue une icône de mode qui attire bizarrement toutes les stars. Certains diront que c'est parce qu'elle a une aura et un look très singulier. D'autres diront que c'est parce qu'elle fait de la sorcellerie. Je vais pas dire quelle théorie me convainc le plus, mais j'ai ma petite idée. Tu es une sorcière. Les créations cheloues de Rick Owens ne laissent pas indifférent non plus, et ça suscite beaucoup de réactions. On l'a vu notamment avec son esthétique ésotérique, qui a beaucoup été décriée lors de sa collab avec Converse et ses pentagones qui n'ont vraiment pas plu à un certain public. On le soupçonne beaucoup d'être sataniste, même si lui dit n'avoir aucun lien avec le satanisme, ne même pas croire ni en Satan ni en Dieu, mais utiliser ce symbolisme obscur comme forme de taquinerie pour promouvoir la marginalité et la différence. C'est un peu un rejet de son éducation religieuse qui rejetait ce qu'il était. Bon, vous l'aurez compris, Rick Owens est un sacré personnage à l'esthétique obscure, tourmenté par sa jeunesse d'enfant timide, harcelé à l'école, oppressé par l'autorité de ses parents et qui s'est plutôt bien retrouvé avec Michel Lamy. En vrai, sa trajectoire, c'est un peu la même que Nigo ou Virgil Abloh, un mec déter qui a croisé les bonnes personnes au bon moment, qui lui ont ouvert les portes et qui a fait le boulot pour que ça marche.